Bonjour à tous et bienvenue pour ce live NFP du 3 juin 2016. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour CMC Markets. Nous nous retrouvons pour commenter et analyser le fameux NFP, les Non-Farm Payroll. Ce sont les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. Nous allons voir ensemble quels sont les chiffres attendus, quels pourraient être leurs impacts. Nous allons voir et analyser les situations graphiques principalement des actifs que vous tradez le plus, c'est-à-dire le CAC, le SP500, l'USD-Yen, le pétrole, l'or et l'euro-dollar. Nous avons fait un point hier après-midi pour la BCE qui n'a pas engendré de volatilité, il n'y a pas eu de grands changements sur les marchés, on a vu des indices se tenir particulièrement bien, le pétrole stabilisé autour de ses plus hauts. Nous avons vu l'or et l'euro-dollar stabilisés à plat dans des zones de neutralité. Nous voilà donc réunis pour ce live. Il est 14h17, on va pouvoir commencer et je salue ceux qui arrivent en cours de route ainsi que tous ceux qui regardent cette vidéo enregistrée. Comme pour chaque émission, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Comme à chaque émission, vous pouvez utiliser les outils de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Alors, on a la publication des chiffres à 14h30. On va voir quels sont les chiffres attendus et leurs impacts potentiels. On va passer en revue des actifs impactés en live. Et puis, bien sûr, je réponds à vos questions tout au long de cette émission. Dans un premier temps, on va se focaliser sur les principaux actifs impactés par cette statistique. Et puis, par la suite, si vous le souhaitez, et afin de clôturer la semaine en beauté, nous regarderons les actifs que vous souhaitez. Alors, les chiffres mensuels américains. Donc, les attentes. Le nombre de créations d'emplois est attendu entre 159 000 et 162 000 en fonction des consensus. Le consensus Twitter ressort à 160 000, le consensus des analystes à 160 000, Bloomberg à 159 000. Ça évolue en fait au gré des 2 derniers jours et en fonction du nombre de personnes qui participent à ces sondages. Mais en gros, voilà, on attend un chiffre autour de 160 000 créations d'emplois et 160 000, c'est également le chiffre précédent. Donc, nous allons voir ce qu'il en est cette fois-ci. Le taux de chômage, lui, est attendu en baisse de 5 à 4,9%, soit c'est plus bas. Et les salaires sont attendus en hausse de 0,2% contre 0,3 précédemment. Vous pouvez voir, alors ici il faut inverser les deux chiffres, vous pouvez voir donc ici ce récapitulatif sur la plateforme de CMC Markets, 162 000 pour un précédent à 160 000, taux de chômage attendu à 4,9 pour un précédent à 5%, et puis on regardera aussi le taux de rémunération moyen mensuel glissant. En fait, c'est tout simplement la hausse des salaires. On a eu une hausse de 0,3 précédemment et on attend 0,2 cette fois-ci. Si on a un chiffre en ligne avec les attentes mais des salaires qui montent, eh bien, cela plaide pour une augmentation de taux d'intérêt de la Banque centrale américaine. Alors, il faut bien que vous compreniez que les chiffres mensuels de l'emploi américain, c'est une des données que la Fed scrute de près dans le cadre de sa politique monétaire et notamment d'une possibilité de hausse de taux aux États-Unis. On a entendu parler ces derniers temps de possibles hausses de taux au mois de juin. Néanmoins, cette probabilité est inférieure à 40%. La probabilité d'une hausse de taux en juillet, elle, excède désormais les 50%. Elle a même atteint 60% à un moment. Ce qu'il sera intéressant de constater, en fait, c'est comment le marché va réagir à ce chiffre. Et il y a une très forte probabilité qu'il réagisse à ce chiffre en fonction de ce que cela pourrait engendrer sur la politique monétaire américaine. Alors en théorie, un chiffre supérieur à 160 000 créations d'emplois, c'est-à-dire un chiffre supérieur aux attentes, devrait être un chiffre correct pour l'économie américaine. Je ne dis pas que c'est un chiffre bon ou excellent,
car la moyenne des créations d'emplois des 2 dernières années est de 200 000 créations d'emplois par mois. Donc, nous avons eu 160 000 créations le mois dernier, on en attend 160 000 ce mois-ci. Il faudrait que le chiffre soit en ligne avec les attentes, car s'il est inférieur aux attentes, cela montre bien que nous avons une pente descendante sur les derniers mois au niveau des créations d'emplois, et cela, bien évidemment, ça viendrait un petit peu bouleverser les plans de la Fed sur les possibles hausses de taux à venir. Un taux de chômage stable ou en baisse peut contrebalancer un chiffre inférieur à 160 000, c'est-à-dire que si nous avons uniquement 150 000 créations d'emplois, mais un taux de chômage qui passe de 5 à 4,9, voire à 4,8, eh bien cela pourrait tout simplement compenser la petite faiblesse au niveau du nombre de créations d'emplois. Et puis un chiffre en ligne ou supérieur avec les attentes pourrait entraîner de l'appétit pour le risque et inversement. Alors ça, nous le verrons en direct, c'est de la théorie et cela dépend toujours des anticipations de taux de la Fed. Attention au piège, la réaction première au chiffre peut s'inverser rapidement. Nous l'avons déjà constaté lors de précédentes émissions, notamment avec la BCE ou ces fameux NFP. Le marché peut parfois baisser un petit peu sur les indices pour venir toucher des supports avant de repartir de l'avant, ou au contraire, il peut réagir favorablement après le chiffre. Les indices peuvent ainsi toucher des résistances et ensuite refluer. Donc attention, la réaction première n'est pas toujours la bonne. Un très mauvais chiffre impliquant un changement de cap de l'économie américaine pourrait également effrayer. Par exemple, si les États-Unis ne créent que 120 000 créations, s'il n'y a que 120 000 créations d'emplois, eh bien, on pourrait considérer que c'est un chiffre mauvais pour l'économie américaine. Alors, est-ce que cela ferait pour autant baisser fortement les indices ? Eh bien, ce n'est pas certain, car en effet, des créations d'emplois bien inférieures aux attentes, cela voudrait dire que les États-Unis ne vont pas forcément monter leurs taux tout de suite. Or, qui dit des taux montés dans un avenir plus lointain, dit que les indices boursiers pourraient apprécier. Donc, encore une fois, il est très difficile d'anticiper la réaction que pourraient avoir les marchés face à ce chiffre. Nota bene, les créations d'emplois étaient en moyenne de 200 000 créations d'emplois sur 2014-2015, donc la donne est potentiellement en train de changer. Une forte hausse des salaires serait quant à elle bien vue, tout comme les mois précédents, et plaiderait pour un resserrement monétaire aux États-Unis. On va étudier aujourd'hui des graphiques en données 4 heures. Donc ici, je vous ai mis le graphique du SP500 en données 4 heures et le graphique du CAC 40 en données 4 heures. C'est un exemple théorique, c'est juste pour vous montrer qu'en utilisant des graphiques en données 4 heures, d'une part, on ne fait pas attention au bruit. Le bruit de marché, c'est la volatilité engendrée par le chiffre. Or, que les indices gagnent 15 points ou perdent 15 points, que l'euro-dollar bouge de 30 points ou perde 30 points, on ne peut pas appeler ça des mouvements d'ampleur ni des signaux clairs. C'est pour cette raison que je préfère opter pour des graphiques 4 heures. La deuxième raison qui fait que j'opte pour des graphiques sur cette unité de temps est qu'ils permettent de voir ce qu'il s'est passé sur une, voire deux, voire les 3 semaines précédentes. Comme vous pouvez le voir ici sur le CAC 40, j'ai un peu plus d'un mois de cotation et ça permet en fait de voir les supports et les résistances qui avaient été touchés par le passé et qui pourraient donc être touchés et engendrer des réactions ce jour. Et puis, on va maintenant passer sur la plateforme de CMC Markets, sur les graphiques. Donc, voici ma configuration en données 4 heures de plusieurs actifs avant que le chiffre tombe. Ici, à gauche, vous avez le SP500. Donc, le SP500 en données 4 heures, c'est plutôt simple, c'est une tendance haussière relativement propre matérialisée par une oblique de tendance haussière. Vous remarquerez que hier on s'est fait une petite frayeur sous cette oblique mais on n'a jamais clôturé dessous. L'importance de la clôture, c'est vraiment un concept de base. Je vous le dis et je vous le répète tous les jours.
En séance, parfois, on a vu les indices passer sous des supports, mais les tenir en cours de clôture. En séance, on a vu le pétrole baisser sous des supports, mais les tenir en cours de clôture. Donc, tant qu'une résistance ou qu'un support n'est pas cassé en données 4 heures, voire en données journalières en cours de clôture, on ne peut pas parler de signal clair. Vous voyez que le SP500, hier, en fait, s'est fait une petite frayeur sous son oblique et est venu tout simplement chercher le niveau horizontal qu'il avait travaillé les jours précédents. Donc on a un SP500 qui a cassé son oblique de résistance hier et qui est venu se placer très attentiste au niveau des 2106 points, les plus hauts de cette semaine, non loin de ses plus hauts annuels qui datent du 21 avril dernier à 2110 points. Est-ce que les US vont réussir à casser leur plus haut annuel et à inscrire de nouveaux records, ou est-ce qu'au contraire on va assister à des prises de bénéfices sous résistance? On va voir cela dans quelques instants. En parallèle du SP500, ici vous avez le graphique du CAC 40. Le CAC 40, donc, la semaine dernière, il s'est fortement apprécié. En début de semaine, il a consolidé. Hier, il a travaillé à 2 reprises la zone des 4450 points et il a réussi à la tenir. Par la suite, les cours se sont échappés du canal baissier dans lequel ils évoluaient, qu'on peut considérer comme un drapeau. Un drapeau, c'est un canal de consolidation baissier suite à une forte impulsion haussière. Théoriquement, on sort d'un drapeau par le haut, c'est ce qui a eu lieu, et par la suite, la tendance haussière peut reprendre. Alors attention, la tendance haussière peut reprendre de 2 façons possibles. Première façon, on opère un pullback de nouveau vers la borne haute du canal précédent ainsi que le support horizontal des 4450 points et on redémarre. Sinon, on y va en ligne droite à la hausse. Bien évidemment, si on passe sous 4450 points, eh bien, les perspectives haussières prendraient un coup dans l'aile. Ici sur la droite, vous avez l'USD-Yen. L'USD-Yen est baissier. Il montre que le dollar est sous pression ces dernières séances. Si l'USD-Yen vient à baisser, ça veut dire que le dollar est délaissé, ce qui pourrait engendrer de la hausse sur l'euro-dollar et l'or. Ça, je vous en ai déjà parlé hier. En effet, ici au milieu, vous avez le graphique de l'eurodoll et ici, vous avez l'or. Les deux actifs sont dans le même type de configuration. On a eu à peu près 3 semaines de baisse, 1 mois de baisse à peu près sur l'euro-dollar dans un canal. On a réussi à stabiliser à plat, à casser le canal par le haut. On a buté hier sous les 1,1220. On est revenu sur les 1,1130-40 ce matin. Et vous voyez que désormais, l'euro-dollar n'est plus baissier. Il est neutre. Si l'euro-dollar casse les 1,1130, il peut revenir vers les 1,11 et sous les 1,11, il y aurait un danger baissier. Tant que l'euro-dollar tiendra les 1,1135, il est susceptible de remonter vers les 1,12, 1,1220 et si cette zone de prix venait être cassée, on aurait donc un signal haussier avec plus de potentiel à venir. Même chose sur l'or. L'or a été baissier depuis à peu près la mi-mai jusqu'à fin mai. L'or a réussi à prendre appui sur les 1200 et à se stabiliser à plat. Vous pouvez voir le joli pullback opéré hier sur l'oblique précédemment cassé. Les cours se stabilisent et attendent le NFP pour pouvoir décaler. Normalement, d'un coup d'œil rapide, on devrait voir si le dollar s'apprécie ou s'il baisse et ce que cela engendre sur l'euro et l'or ici à droite. Et puis enfin à gauche, ici, vous avez le pétrole qui est dans une belle tendance haussière matérialisée par une oblique qui passe par tous les plus bas. On avait vu hier que cette oblique passait vers 47,80-48 et cette oblique a été tenue. Oh waouh, le NFP ressort à seulement 38 000 créations d'emplois. C'est un chiffre qui est bien inférieur aux attentes. Cela engendre à court terme de la baisse sur le SP500, sur le CAC et sur le dollar. Bien évidemment, un chiffre si faible fait baisser le dollar. Et cela engendrait une forte hausse sur l'euro, qui doit néanmoins casser les 1,1220 pour aller plus haut. Et vous voyez, sur l'or, ça n'a pas traîné. On a cassé les 1220 très violemment, très rapidement. Il se pourrait que nous soyons donc dans une configuration où le dollar pâtirait de ce mauvais chiffre et on aurait alors une belle hausse de l'or et une belle hausse de l'euro-dollar à la clé si en cours de clôture on devait tenir les cassures de résistance.
La cassure de résistance, elle est en train d'avoir lieu sur l'euro-dollar à 1,1220. Elle a eu lieu sur l'or à 1220. Il faudra que les cours clôturent au-dessus de ces zones de résistance pour que l'on valide un retournement de tendance et on passerait en fait de neutre à haussier à court terme. Vous voyez que le taux de chômage est à 4,7%. Malgré tout, on se rend bien compte que même si le taux de chômage a baissé, il ne peut pas compenser ce chiffre si faible. Si on avait eu ne serait-ce que 140 000 créations d'emplois et un taux de chômage qui avait autant baissé que cela, on aurait pu penser que la baisse du taux de chômage aurait compensé le chiffre un peu en deçà des attentes. Mais là, le chiffre est vraiment très en dessous des attentes. 38 000 créations d'emplois, ça fait peut-être maintenant des années qu'on n'a pas vu un chiffre aussi faible. Je vais regarder sur le site de Forex Factory si nous avons le graphique qui s'affiche. Donc vous pouvez voir que 39 000 créations d'emplois, c'est un chiffre qu'on n'a pas vu depuis septembre 2011. Vous pouvez aussi constater que depuis 6 mois, les créations d'emplois sont en baisse. On est passé de 270 000 à 39 000 seulement ce mois-ci. Donc il y a bel et bien un changement d'état d'esprit, un changement qui s'opère sur les chiffres de l'emploi américain. Donc, qui dit des chiffres bien inférieurs aux attentes, dit que les perspectives de hausse de taux aux États-Unis pourraient baisser. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que si les Fed Funds, donc si les anticipations de hausse de taux baissent fortement, cela veut dire aussi que les taux ne vont pas être montés dans un avenir proche. Or, des taux qui ne seraient pas montés dans un avenir proche, c'est une bonne nouvelle en quelque sorte pour les opérateurs sur les marchés, car quand les taux montent, eh bien, cela fait pression sur le marché action et ça rend le marché obligataire plus attractif. Si les taux ne montent pas, eh bien, le marché action garde son attractivité. Je vous dis cela car même si le chiffre est très mauvais, il ne va pas forcément engendrer de fortes chutes des indices. Car les indices sont d'une part sur support, vous pouvez voir que le SP500 vient de tester son oblique et d'y réagir. Vous pouvez voir que le CAC 40 est revenu à 4460 points, tester la borne haute du canal dans lequel il était précédemment. Or, si les marchés considèrent que ce chiffre est tellement mauvais que la Fed ne va pas monter ses taux, eh bien, il se pourrait que ça apporte un petit soutien aux indices et que cela leur permette de baisser dans une moindre mesure, voire même de tout simplement de se stabiliser en attendant de voir ce que la Fed pense de ce chiffre le 15 juin prochain. En attendant, sur le dollar, la réaction ne s'est pas fait attendre. Baisse de l'USD-Yen, hausse de l'or, hausse de l'euro-dollar. On voit bien donc que le dollar américain a pris un coup sur la tête en données horaires depuis la publication de ce chiffre économique. Alors, on va regarder d'ailleurs l'US dollar index de juin. L'US dollar index, le voici en données journalières, on va le regarder. Donc si vous avez suivi la matinale de ce matin, je vous ai expliqué qu'après une belle tendance haussière, le dollar s'était stabilisé à plat cette semaine. Et je vous ai expliqué toute la semaine que si le dollar venait à casser les 95 points, eh bien l'or et l'euro pourraient donner des signaux haussiers. C'est ce qu'il est en train de se passer. Le dollar index est en train de casser ses 95 points. C'est un signal à valider en cours de clôture ce soir. En plus, ce sera une clôture hebdomadaire. Si c'était le cas, cela voudrait dire que le dollar pourrait aller chercher de nouveau des supports suivants à 94 voire 92 points. Et si tel devait être le cas, cela pourrait engendrer plus de hausse sur l'euro et plus de hausse sur l'or. C'est d'ailleurs ce que les opérateurs sont en train de jouer, puisqu'on a l'or et l'euro qui décalent très fortement. Vous pouvez voir que les indices reviennent sur leur plus bas du jour. En effet, j'ai l'impression que le fait que la Fed ne monte pas forcément ses taux suite à ce chiffre ne suffit pas à endiguer la force vendeuse. Alors il ne faut pas oublier que il y a quelques instants, au moment de la publication du chiffre, le SP500 était à 2107 points. 2107 points, c'est à 3 points de ses plus hauts annuels et c'est 2% sous ses plus hauts historiques.
Donc, on peut considérer que les indices américains sont relativement hauts et qu'ils sont sous des résistances majeures. Il n'est donc pas extraordinaire, bizarre de les voir quand même reculer suite à ce mauvais chiffre. Car qui dit forte baisse des créations d'emplois dit potentiellement retournement de la tendance des créations d'emplois aux États-Unis. Qui dit retournement des créations de tendance aux États-Unis dit dégradation économique. Qui dit dégradation économique dit que la Fed ne montera pas ses taux. Mais ça ne veut pas dire que cela. Ça veut aussi dire que la Fed pourrait à terme revoir ses perspectives économiques et changer de fusil d'épaule. C'est un chiffre quand même qui vient totalement surprendre les opérateurs. Donc, il est quand même légitime que les indices en pâtissent. Parce que on dit souvent que quand les États-Unis éternuent, l'Europe s'enrhume. Et cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que quand les États-Unis vont mal, eh bien, les autres indices de la planète, et notamment les indices européens, eux, vont potentiellement très mal. Alors, ce n'est pas non plus la fin du monde, hein. Sur les indices, on a perdu 1% suite à la publication de ce chiffre. C'est, on peut dire, légitime. C'est un chiffre qui est quand même très mauvais. Pire chiffre des créations d'emplois depuis 2011. Donc là, on voit bien. Alors là, vous comprenez tout ce que je vous ai expliqué ces derniers temps. D'accord? Si vous allez sur le site de CMC Markets dans la rubrique Actualité et Analyse, vous verrez que le 13 mai dernier, j'ai fait une interview sur les fondamentaux américains dans laquelle j'explique que les fondamentaux américains sont en train de se retourner et que la Fed pourrait monter peut-être encore une fois les taux, voire même qu'elle ne pourrait ne pas les monter du tout en 2016. J'explique à quel point les fondamentaux sont en train de se dégrader petit à petit aux États-Unis et que à moyen terme, long terme, cela pèsera obligatoirement, fortement sur les indices. Il y a 10 jours, pour aller plus loin dans cette analyse des fondamentaux américains, j'ai fait un webinaire d'1h30 qui s'appelle Récession US, évaluation des risques et impact sur le reste du monde avec Véronique Riche-Flores, dans laquelle on vous explique que il y a déjà des retournements sur de très nombreux indicateurs américains et il sera très compliqué pour eux de voir leurs chiffres se repartir de l'avant et rebondir vers la fin d'année et ainsi permettre à la Fed de monter ses taux d'intérêt. Donc là, le chiffre d'aujourd'hui, il vient corroborer cette analyse de moyen-long terme qui dit que malgré ce que vous dit la Fed, malgré le ton confiant de Janet Yellen, il n'y a pas lieu d'être. Le PIB américain est ressorti à 0,8% au premier trimestre. C'est bien inférieur aux 2,5% de croissance habituelle aux États-Unis. Les NFP depuis le début de l'année sont ressortis pour la plupart sous 200 000 créations d'emplois et aujourd'hui on a uniquement 40 000 créations d'emplois. Donc il faut bien comprendre que les fondamentaux aux États-Unis sont potentiellement en train de se retourner. Donc le dollar chute, donc l'euro-dollar et l'or en profitent. Alors vous pouvez voir, c'est intéressant sur les indices. On continue de vouloir tenter de tenir les supports. Pourquoi? Eh bien parce que qui dit mauvais chiffre dit pas de hausse de taux. Voilà. Et si pas de hausse de taux, eh bien c'est une Fed complaisante. Et si la Fed est complaisante, eh bien les investisseurs sur le marché action ont plutôt tendance à rester à l'achat. Voilà. Donc là, c'est pas un mouvement fort sur les indices, on passe juste de résistance à support, et on verra si d'ici ce soir, on casse nettement les supports, auquel cas on parlera de consolidation, voire de correction de court terme sur les indices boursiers. Pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Je vous rappelle également qu'à 16h, on va avoir la publication de l'ISM non manufacturier aux États-Unis qui devrait de nouveau engendrer de la volatilité. Alors attention, parce que ça peut être soit un chiffre qui permet aux indices d'enfoncer le clou, soit au contraire de repartir dans l'autre sens. Attention à ce type de séance qu'on appelle communément des séances porte de saloon. Ça va très vite dans un sens, ça peut aussi aller dans l'autre. Sur le dollar américain, on a quand même plus l'impression que le mouvement est puissant, linéaire. Ce n'est pas un mouvement intraday, c'est un mouvement journalier, une cassure de support majeure à 95 points. Donc,
il serait légitime d'envisager que l'euro et l'or profitent aujourd'hui, mais également potentiellement dans les séances à venir, de ce recul du dollar américain et des estimations de hausse de taux aux États-Unis. Alors, Anil me dit, et si pas de hausse de taux aux États-Unis, l'euro monte? Bah, vous pouvez déjà le constater par vous-même, Anil, puisque le chiffre est très mauvais, il fait baisser les estimations de hausse de taux, il fait donc baisser le dollar, il fait donc monter l'euro-dollar. C'est pour ça que l'euro-dollar gagne 120 points en à peine 20 minutes, 10 minutes. C'est pareil pour l'or. En fait, à partir du moment où les estimations de hausse de taux baissent, ça fait baisser le dollar, et donc tous les actifs qui sont dénominés en dollars en profitent. C'est pour ça que l'or et l'euro montent si fort. Pour le pétrole, c'est un peu particulier parce que le pétrole, il est tiraillé entre un effet positif du dollar qui baisse, qui soutient les cours, mais un effet négatif d'aversion au risque sur les indices. Or, quand il y a de l'aversion au risque sur les indices, le pétrole a tendance à être délaissé. Alors que l'euro et l'or, eux, profitent d'une part de la baisse du dollar et d'autre part de l'aversion au risque. En effet, en début d'année ou encore en fin 2015, quand il y avait de l'aversion au risque, eh bien l'euro-dollar avait tendance à s'apprécier et l'or de même. Alors je lis au fur et à mesure vos commentaires. Paul me dit quelles excuses vont-ils trouver pour une si faible création d'emplois? Alors je ne sais pas, Paul. Il n'y a pas eu un hiver fort, il n'y a pas eu de grève particulière. Alors je crois néanmoins qu'il y a un chiffre qui vient gréver tout cela, c'est Verizon. Parce qu'il y a eu un gros changement sur la masse salariale. Donc j'attends un petit peu de lire l'actualité pour voir tout cela et pour voir comment les choses vont évoluer. En même temps, je continue de lire un petit peu l'actualité en même temps que je vous en parle. Tac, 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 tac. Ok. Donc le taux de chômage est très bas, certes. Alors il y a des analystes ou journalistes qui appuient sur le fait que le taux de chômage est au plus bas, qu'il est faible, qu'il est à 4,7 et que c'est très bien. Moi j'aimerais juste savoir comment on fait pour faire baisser fortement un taux de chômage quand on crée 4 fois moins d'emplois que prévu. De toute façon, le taux de chômage, il est complètement manipulé également par le taux de participation. C'est un petit peu comme en France, quand on a envie de faire paraître les chiffres un peu... Enfin, c'est l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein, en fait, hein. Donc voilà, on a un bon taux de chômage, mais on a un mauvais chiffre des créations d'emplois. Alors par contre, il se pourrait que la Fed dise on va attendre le mois prochain pour voir si c'était un épiphénomène. Il se pourrait qu'on trouve des raisons à ce chiffre faible des créations d'emplois. Et puis il se pourrait que la Fed nous dise le 15 juin, enfin c'est pas il se pourrait, c'est elle va le faire. Je vous le dis déjà en avance, le 15 juin la Fed nous dira nous allons attendre plus de développement économique, c'est-à-dire la publication d'autres chiffres, notamment du prochain NFP début juillet pour voir si c'était un trou d'air ou pas. Et puis la Fed va nous dire aussi, on ne prend pas le risque de monter les taux car une semaine après, il y a le référendum anglais sur le possible Brexit. Donc on sait déjà qu'en termes de probabilité, en termes de timing, la Fed ne peut pas monter ses taux au mois de juin. C'est pour ça que les estimations de hausse de taux ont été rebalancées sur juillet, et en juillet on avait plus de 60%. Mais je vous le donne dans le mille, regardons ce soir les estimations de hausse de taux pour le mois de juillet et vous verrez qu'il y a de grandes chances qu'on se retrouve avec des estimations de hausse de taux inférieures à 50% étant donné le chiffre qui vient d'être publié. Donc il faut toujours prendre le marché avec des pincettes et on va voir ce qui s'est passé.
Alors, je continue en même temps de lire des commentaires. Voilà, plein de gens qui continuent de... Voilà, le taux de participation est tombé à son plus bas niveau après un fort rebond au premier trimestre. Le taux de chômage est au plus bas. Oui, mais bon, le taux de chômage est au plus bas, ça ne fait pas tout, hein. Si vous modifiez le taux de participation, vous modifiez le taux de chômage. Par contre, les créations d'emplois, ça c'est du dur. C'est un chiffre qu'on ne peut pas modifier, hein. S'il y a un chiffre est 4 fois inférieur aux attentes, c'est qu'il y a bien un problème. Donc voilà, l'euro-dollar est très fortement recherché, l'or également, le dollar est délaissé à court terme, c'est tout à fait légitime en attendant plus de publications économiques. Et puis comme vous pouvez le constater, sur les indices, c'est lourd. Il ne faut pas oublier que les indices américains étaient haussiers, étaient sous leur plus haut annuel, donc un tel chiffre qui engendre un reflux, c'est tout à fait normal. Regardez quand même dans quelle proportion la baisse se fait. Alors si vous regardez le CAC, ça peut paraître impressionnant parce que c'est un indice faible. Si on casse les 4450, on pourrait aller chercher les 4425-30. Sur les US, vous pouvez constater qu'on a perdu 100 points. 100 points sur le SP500, ça fait un demi%. Donc c'est absolument rien du tout. C'est pas un signal baissier majeur, c'est juste un signe qu'on passe de haussier à neutre. Pour passer baissier, il faudrait que le SP500 casse les 2090 points. Et pour passer baissier en journalier, il faudrait casser les 2080 points. On n'y est pas. Alors peut-être que ça va arriver, mais en attendant, à court terme, là tout de suite, s'il faut parler du marché action, aux États-Unis, c'est neutre. En Europe, c'est un peu plus lourd, car en gros, l'Europe, c'est les États-Unis en moins performants. Et vous voyez que celui qui en profite le plus, c'est l'euro-dollar. Alors, je vous ai invité hier, ce matin et encore ce midi à lire mon analyse contre-pied haussier sur l'euro-dollar à venir, point d'interrogation. On va aller chercher cette analyse. Elle est ici dans la rubrique Actualité Analyse du site de CMC Markets. J'expliquais que le dollar était haussier, j'expliquais que l'euro-dollar était baissier, mais que l'euro-dollar pouvait arriver sur la zone des 1,11 et que sur cette zone de prix, un contre-pied haussier pourrait avoir lieu, notamment si les estimations de hausse de taux devaient baisser ou le dollar devait refluer. Que s'est-il passé? Le chiffre a été mauvais, le dollar a cassé sa tendance, l'euro-dollar s'est envolé, le contre-pied haussier attendu potentiel a donc pris forme. Donc voilà ce qu'il se passe. Baisse du dollar avec forte hausse de l'euro et de l'or, et baisse des indices sur fond de prise de bénéfices aux États-Unis et sur fond de baisse en Europe parce que l'Europe sous-performe les États-Unis. Il ne faut pas oublier non plus que l'Europe, on a pris 5,5% sur le CAC la semaine dernière. Revenir à 4430, c'est plus ou moins retracer 50% de la hausse qu'on a vue ces derniers temps. Donc ce n'est pas non plus dramatique. Mais bon, force est de constater que les vendeurs ont pris la main à court terme et qu'on est en train de casser des supports. Tant que la version au risque perdurera sur les indices boursiers, eh bien, vous avez de grandes chances de voir l'euro-dollar et l'or continuer de s'apprécier. L'euro-dollar, c'est vraiment magnifique. Il est passé de baissier à neutre, de neutre à haussier à court terme. Il suffisait de tracer une oblique qui passait par tous les plus bas ici. Je dis pas qu'il fallait acheter avant le chiffre, mais une fois qu'on a eu le chiffre tombé et puis des cassures de résistance, eh bien, ceux qui voulaient prendre position ont pu le faire. Et ceux qui ont joué les cassures de range sur l'euro ou sur l'or doivent avoir le sourire. Je trouve quand même qu'il est plus optimum, plus évident de profiter de la hausse de l'or ou de l'euro-dollar. Elles sont compréhensibles parce que le mauvais chiffre fait baisser le dollar. Sur les indices, c'est moins évident parce que un chiffre inférieur aux attentes, ça peut aussi vouloir dire une pause de la Fed. Et une pause de la Fed, ça veut pouvoir dire que les indices ne vont pas non plus baisser tant que cela. Donc pour moi, c'était le dollar qu'il fallait regarder et qui pouvait être source d'opportunité. C'était quand même principalement la raison de mes écrits sur l'or et l'euro-dollar ces derniers temps, parlant de potentiel contre-pied. La probabilité de hausse de taux en juillet tombe à 36% et à 4% pour juin. Alors pour juin, de toute façon, tout le monde le savait.
un taux de probabilité, en fait une probabilité inférieure à 50%, ça veut dire qu'il n'y aura pas de hausse de taux. Car si la Fed ose monter ses taux alors que la probabilité est inférieure à 40% ou 50%, ça veut dire qu'elle surprend les marchés. Or, le rôle d'une banque centrale, c'est de donner de la visibilité et non pas de piéger les investisseurs. Donc de toute façon, on savait très bien qu'en juin, les taux ne seraient pas remontés. Juillet, je vous ai déjà expliqué, si vous suivez mes émissions au quotidien, qu'il y avait peu de chances que la Fed monte ses taux, étant donné que c'est l'été, qu'il n'y a pas grand monde et qu'il ne faudrait pas choquer les marchés. Comme je vous l'ai expliqué, en fin d'année, il y aura les élections américaines. La dernière fenêtre de tir plausible, d'après moi, qu'il reste à la Fed pour monter ses taux, c'est le mois de septembre. Or, comme vous pouvez le constater, il faudrait vraiment que le NFP là soit mauvais et qu'il s'améliore de nouveau fortement en juillet et en août pour que la Fed puisse monter ses taux en septembre. Si les statistiques américaines ne s'améliorent pas cet été, la Fed ne pourra pas monter ses taux en 2016. Et je vous ai déjà dit que, d'après moi, la Fed monterait soit une fois en septembre, soit pas du tout les taux en 2016. Car les perspectives économiques ne le permettraient pas. J'ai d'ailleurs fait un webinaire d'1h30 là-dessus que j'espère que vous regarderez ce week-end pour vraiment bien comprendre ce qui pourrait se passer dans les mois à venir. Car dans les mois à venir, je ne serais pas étonné de voir les chiffres économiques américains continuer de se dégrader dans le sens de la tendance baissière dans laquelle certains sont. Et donc, je pense que la Réserve fédérale américaine devra à terme revoir sa politique monétaire. Elle sera potentiellement contrainte d'oublier des possibles hausses de taux. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez l'analyse euro-dollar à lire ou relire pour comprendre. Vous avez le webinaire à regarder ce week-end sur la possible récession américaine à venir. Ça vous aidera vraiment à comprendre mes analyses, mes points de marché et ce qu'il se passe actuellement sur les fondamentaux américains. Voilà. Les indices tiennent bien, donc vous voyez le CAC se fait une frayeur sous support. Le SP500, lui, n'a pas fait de plus bas que les précédents. N'oubliez pas qu'à 16h, il y a un chiffre. Donc ça peut faire un effet boomerang, baisse puis hausse, donc attention. Donc voilà. Alors, certains analystes disent « ça y est, il n'y aura pas de hausse de taux en juin ». Oui, messieurs, ça, vous auriez pu le voir depuis longtemps, c'était déjà écrit. Quand la probabilité de hausse de taux est inférieure à 40%, il est inconcevable que la Fed surprenne les marchés. Bon, eh bien écoutez, je suis plutôt content parce que cette publication économique s'inscrit dans une dynamique des fondamentaux américains que l'on a décrit ensemble il y a 15 jours. Les indices consolident à court terme, mais on ne peut pas parler de signaux baissiers forts. On parle de consolidation, notamment aux États-Unis. S'il y a vraiment un actif qui, là, est linéaire en tendance de court terme forte, c'est le dollar à la baisse et donc l'or et l'euro-dollar à la hausse. Quant au pétrole, il stabilise entre support et résistance. On attendra qu'il casse soit sa résistance, soit son support pour donner une direction. Vous aurez compris également qu'il est quand même beaucoup plus évident, quand on veut jouer la baisse des fondamentaux américains, de le faire via le dollar que de le faire via les indices américains. Car quand les fondamentaux se dégradent aux États-Unis, ça ne veut pas forcément dire que les indices américains vont baisser. C'est une gymnastique à comprendre, mais c'est très important dans votre trading. Alors que quand les chiffres américains sont très mauvais, lui, le dollar américain, il baisse et il ne le fait pas à moitié. Voilà, sur ce, j'ai commenté vos commentaires, j'ai répondu à vos questions. À 15h30, on va avoir l'arrivée des États-Unis. À 16h, l'ISM non manufacturier. Vous avez les supports et les résistances à suivre. Pour les indices, c'est pas encore très clair. On attendra la clôture pour voir si on casse des supports ou non. Et même si on en casse en Europe, regardez bien aux États-Unis si on casse les 2090 points. Si on les casse pas, ça reste neutre. Par contre, s'il y a des actifs qui sont passés de baissier à neutre puis à haussier, à court terme, c'est bien l'euro-dollar et l'or. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, un très bon week-end. Et puis, je vous retrouve dès lundi, 10h tapante, pour la matinale.